N'oubliez pas, si vous aimez la chaîne mais que vous n'êtes pas abonné, eh bien n'hésitez pas à le faire. C'est gratuit et pour la chaîne c'est un super soutien. Alors que la Révolution française bat son plein, une autre révolution, nettement moins connue, se déroule parallèlement en France. Dans les Antilles, Toussaint Louverture va devenir l'un des héros de cette révolution décoloniale. Grand stratège, astucieux et fin politique, il va œuvrer à la libération des esclaves de Saint-Domingue. Combattant contre les colons français aux côtés des Espagnols, puis contre les Espagnols et les Anglais aux côtés des Français, avant de faire face à l'armée de Napoléon, dont ce dernier dira se méfier de lui. Cet homme, déterminé et ambitieux, que l'on surnommera le Spartacus ou le Napoléon noir, marquera, malgré quelques zones d'ombre sur son histoire, la lutte contre l'esclavagisme. Notre histoire débute en 1740. François-Dominique Toussaint Louverture naît Toussaint Bréda, du nom de la plantation de Saint-Domingue, propriété d'un certain Pantaléon de Bréda, dans laquelle il voit le jour. Aujourd'hui Haïti, la colonie de Saint-Domingue, anciennement une partie de l'île d'Hispaniola, avait été cédée par les Espagnols aux Français en septembre 1697, pour ensuite devenir l'une des colonies les plus riches que comptait le royaume de France dans les Antilles. Celle que l'on surnomme la perle des Antilles tire sa richesse d'une ressource particulièrement en vogue au XVIIIe siècle en Europe, le sucre. Et c'est dans ces champs de canne à sucre, de tabac et de café que les esclaves venus d'Afrique travaillent la plupart du temps. Un travail éreintant dans des conditions épouvantables, diminuant l'espérance de vie des esclaves, qui ne dépassaient rarement les 20 ans après leur arrivée aux Antilles. Toussaint est le fils de 2 esclaves, mais il ne travaille pas dans les champs. On ne sait pas précisément quel était son rôle, peut-être cocher ou bien chargé de nourrir les animaux, mais quoi qu'il en soit, il a les faveurs de son maître, un certain Bayon de Liberta. Beaucoup de rumeurs et de légendes tournent autour de Toussaint, notamment en ce qui concerne ses origines, comme quoi il descendrait d'un puissant chef du Bénin, même si ça n'a pas pu être prouvé, et il est possible que cela vient avant tout de l'envie d'ériger un mythe autour de lui. On ne sait que peu de choses sur ses premières années, car Toussaint, le restant de sa vie, n'évoquera quasiment pas sa vie avant la révolte des esclaves. Si ce n'est un premier mariage avec une certaine Cécile, une femme noire mais libre, en 1760. La mort de ses parents la même année en 1774, et son affranchissement un an après en 1775, grâce au soutien de Bayon de Liberta. Pendant sa vie d'homme libre, il se marie une seconde fois, avec Suzanne Simon-Baptiste. Elle a déjà un enfant mulâtre, et ensemble ils font un autre enfant. Mulâtre, c'était le terme pour désigner les personnes métisses, car la société coloniale de l'époque ne pouvait pas être divisée simplement entre d'un côté les noirs esclaves et de l'autre les blancs propriétaires d'esclaves. C'était un peu plus compliqué que ça. Par exemple, à Saint-Domingue, beaucoup de ces métis qui naissent libres, car enfants illégitimes de propriétaires blancs, représentent une part importante de la population de l'île, environ 40 000 blancs pour 30 000 métis, et 500 000 noirs. Ces métis reçoivent une éducation, apprennent à lire et à écrire, et une fois adultes possèdent des terres, des plantations et même des esclaves. Mais ce n'est pas pour autant qu'ils sont traités à égalité avec les colons. Mais quand on est noir, fils d'esclave comme Toussaint, le seul moyen de s'élever socialement, même quand on est un homme libre, c'est de faire fortune dans les affaires. Et c'est ce qu'il va faire. Dans les années 1780, Toussaint apprend tardivement à lire et à écrire. Il se met lui aussi à posséder plusieurs plantations de canne à sucre et possède lui aussi des esclaves, et commerce avec les Français, les Espagnols et les Américains. Bref, il se met plutôt bien, mais au même moment se trame un événement majeur sur le vieux continent, qui va transformer pour toujours la France. Des nouvelles arrivent de la métropole. À Paris, le peuple s'est soulevé, et un beau jour de juillet 1789, la Bastille est tombée. Le début de la Révolution française amène avec elle les idées des Lumières, la déclaration des droits de l'homme, la liberté, l'égalité, la fraternité, et aussi, pourquoi pas, l'idée d'abolir l'esclavage. Des idées promues entre autres par la Société des Amis des Noirs, une association parisienne qui défend l'égalité entre noirs et blancs, qui comptait parmi ses membres des types comme Mirabeau ou Lafayette, qui aura le droit à son épisode. Bref, toutes ces joyeusetés qui n'arrangent pas trop les propriétaires terriens dans les colonies. Parce que oui, fin des privilèges, plus d'égalité, tout ça c'est très bien. Mais comment on fait nous, si on peut plus exploiter d'autres êtres humains ? Et à Saint-Domingue, les colons n'ont vraiment pas envie de lâcher l'affaire. Une première révolte d'esclaves avait déjà eu lieu en 1758 et s'était terminée dans le sang, et par l'exécution sur le bûcher de son principal leader, François Macandal.
Aussi en 1784, peu avant le début de la Révolution, une ordonnance royale de Louis XVI qui demandait un traitement plus humain des esclaves avait été purement et simplement rejetée par les colons de Saint-Domingue. Et en 1789, l'Assemblée coloniale de Saint-Domingue avait de nouveau bloqué les réformes de l'Assemblée nationale française, visant à accorder plus de droits aux non-blancs. Et ce qui devait arriver, arriva. En août 1791, un millier d'esclaves de Saint-Domingue se révoltent. Mené par un prêtre vaudou du nom de Duty Boukman, il tue des propriétaires d'esclaves et incendie des champs de canne à sucre, de tabac et de café. Ils parviennent à se défaire de leur chaîne et à briser l'autorité politique et morale des colons. C'est le début de ce que l'on va appeler la révolution haïtienne. Toussaint assiste à cette révolte de loin. On peut dire qu'il est un peu le cul entre deux chaises. D'un côté, il profite du système colonial, puisqu'il est lui-même devenu propriétaire de plusieurs plantations. Et au début de l'insurrection, il retourne chez ses anciens maîtres pour les protéger. Là encore, on ignore précisément ses motivations. Était-il reconnaissant envers ceux qui lui avaient permis d'être libre, ou bien c'était pour se prévenir d'éventuelles représailles si la révolte d'esclaves venait à échouer? Deux violents affrontements ont lieu dans Toussaint-Domingue pendant plusieurs semaines, et en novembre 1791, Duty Boukman est tué lors d'un affrontement. Au même moment, Toussaint choisit son camp. Il quitte sa famille et prend le risque de perdre tout ce qu'il a construit pour rejoindre les rebelles, et ses talents de meneur et d'organisateur lui permettent de rapidement prendre une place importante pendant la révolte. Il va en quelque sorte manager la révolution. Il entreprend aussi de négocier avec l'Assemblée coloniale, mais c'est un échec. Alors la révolte continue. Pendant 2 ans, esclaves et colons vont se faire la guerre, mais la situation change radicalement en 1793. Le 21 janvier, le roi Louis XVI est guillotiné, ce qui a pour conséquence de voir une bonne partie de l'Europe déclarer la guerre à la France. Angleterre, Autriche, Espagne, etc. Bref, la toute récente République française est assaillie de toutes parts par les grandes monarchies européennes. Du coup, les Espagnols en profitent pour envahir une partie de Saint-Domingue, et Toussaint Louverture voit au travers des envahisseurs espagnols de superbes alliés. Il se retrouve à faire la guerre aux Français pour le compte de la couronne espagnole, et devient même général dans l'armée espagnole. Et même les Anglais entrent en jeu et apportent leur soutien aux colons français pour mater cette révolte qui n'en finit pas. Toussaint Bréda prend alors le surnom de Toussaint Louverture, sans doute grâce à sa capacité au combat à créer des ouvertures dans les lignes ennemies. Il se prend alors pour un libérateur, aux côtés de fidèles lieutenants comme Jean-Jacques Dessalines, très apprécié par ses troupes. Ensemble, ils permettent à leur peuple de devenir libre. Mais il va rapidement faire face à un paradoxe. En août 1793, 2 mois après ses premiers combats aux côtés des Espagnols, la France envoie à Saint-Domingue un certain Léger Félicité, oui c'est son vrai prénom, Sonthonax. C'est un révolutionnaire français qui a des idées plutôt progressistes et abolitionnistes, et lorsqu'il arrive aux Antilles, et devant les colons qui devaient très certainement bien faire la tronche, il décrète l'abolition de l'esclavage. Sauf que du coup, petit problème pour Toussaint, qui se retrouve à combattre aux côtés des Espagnols les Français devenus abolitionnistes. Alors que pour rappel, l'Espagne est totalement pour le maintien de l'esclavage. Toussaint prend rapidement conscience qu'il y a un problème, et comme à Paris on a vu d'un mauvais œil l'alliance entre colons et anglais, et pour aussi coller un peu avec les idées de liberté que prône la Révolution, et sous la pression d'une délégation multiraciale venue de Saint-Domingue, avec entre autres le général Étienne de Lavaux, le 16 Pluviose de l'an 2, la Convention vote l'abolition de l'esclavage dans les colonies. Oui, le 16 plus de l'an machin, c'est le calendrier républicain, qu'on utilisera jusqu'en 1806. Mais comme c'est chiant, je vais dire le 4 février 1794. Bref, à ce moment, Toussaint choisit de retourner aux côtés de la France, mais son combat est encore loin, très loin d'être terminé. Toussaint Louverture, désormais devenu comme tous ses compagnons ancien esclave des citoyens français, il va reprendre les armes, cette fois-ci pour la France, pour chasser les Espagnols puis les Anglais de Saint-Domingue. Il va alors prendre de plus en plus d'importance, et le général se mue en homme politique. Il parvient à écarter ceux qui lui font de l'ombre, notamment Sonthonax. Sonthonax est populaire, parce que pour rappel c'est lui qui a aboli l'esclavage à Saint-Domingue, et il lui fait de l'ombre. Alors Toussaint le renvoie en métropole. Toussaint Louverture prend alors un petit peu la confiance, alors qu'au même moment, à des milliers de kilomètres de Saint-Domingue, un jeune général s'apprête lui aussi à mener un coup d'éclat. En Égypte, un jeune général français de 30 ans, du nom de Napoléon Bonaparte, vient de vaincre les Anglais et les Ottomans, et à son retour en France, le 9 novembre 1799, il fait un coup d'état et renverse le Directoire. C'est l'événement qui marque la fin de la Révolution française.
Devenu premier consul, c'est sous Napoléon qu'est mis en place la constitution de l'an 8, qui ouvre la voie au rétablissement de l'esclavage. Sentant le rétablissement de l'esclavage venir, Toussaint Louverture décide que Saint-Domingue aura sa propre constitution. Pour cela, il constitue une assemblée centrale chargée de rédiger cette constitution, qui est présentée en juillet 1801, stipulant qu'à Saint-Domingue, l'esclavage est aboli pour toujours. Et au même moment, Toussaint en profite pour se faire nommer gouverneur à vie, et prendre les pleins pouvoirs, et proclame que lui, et lui seul, pourra choisir son successeur. Vous comprenez donc maintenant pourquoi on s'est mis à le surnommer le Napoléon Noir. Ils viennent tous les deux du Nil, ils sont tous les deux devenus hommes politiques après avoir été de brillants chefs militaires, ce sont tous deux des généraux, ils ont tous les deux combattu les Anglais, et enfin, ils ont tous les deux fait un coup d'état. Mais cette soudaine prise de pouvoir ne passe pas du tout auprès de Napoléon, qui voit ça comme un acte de rébellion, et au-delà de l'impact économique, il est surtout impossible pour lui d'envisager la création d'une république noire aux Antilles. Pourtant, Toussaint tente de calmer les jeux, et pour tenter de conserver les acquis de Saint-Domingue face à une éventuelle intervention française, il fait renvoyer les anciens esclaves dans les champs. Mais rien n'y fait. En réponse, Napoléon envoie 20 000 hommes sous les ordres de son beau-frère, le général Leclerc. En janvier 1802, les armées françaises arrivent aux Antilles pour rétablir l'ordre dans la colonie. Toussaint fait sécession et combat les Français pendant 3 mois au prix de lourdes pertes dans les deux camps, comme lors de la bataille de la forteresse de Crête à Pierrot que réussissent à reprendre les Français en mars. À la suite de cette défaite, Toussaint capitule et se retire dans l'une de ses plantations. 2 mois après, l'esclavage est rétabli en France. Assigné à résidence, il finit lui et sa famille par être arrêtés pour conspiration le 7 juin 1802 et ramené en France. Peu après, Jean-Jacques Dessalines, l'un des lieutenants de Toussaint, entreprend de reprendre une entente cordiale avec les Français, mais tout vole en éclats lorsqu'arrive en Guadeloupe la nouvelle du rétablissement de l'esclavage. La situation dégénère immédiatement, Dessalines et Alexandre Piéton relancent la révolte, et Saint-Domingue connaît un déchaînement de violence jamais vu depuis la première révolte des esclaves 11 ans plus tôt. La colonie est de nouveau à feu et à sang. Au même moment, récemment débarqué en France, Toussaint pense encore que, grâce à son grade et à tout ce qu'il a accompli pour la France, il sera jugé convenablement. Mais il ne sera pas jugé, il est purement et simplement incarcéré dans la sinistre prison de Joux dans les montagnes du Jura. Moins d'1 an après, Toussaint Louverture fait une apoplexie et meurt dans sa cellule le 7 avril 1803. Quelques mois après, les Français sont défaits à Saint-Domingue et quittent l'ancienne colonie en décembre. Le 1er janvier 1804, Saint-Domingue proclame son indépendance et devient officiellement Haïti. Et c'est l'ancien lieutenant de Toussaint, Jean-Jacques Dessalines, qui en devient le gouverneur général. Les Noirs de Saint-Domingue, sur ordre de Dessalines, vont se livrer à un massacre des populations blanches et métisses restées à Saint-Domingue après l'indépendance, qui tuera entre 3 et 5 000 personnes entre février et avril 1804. Et après ce carnage, Dessalines se fera sacrer empereur d'Haïti en septembre de la même année. Et c'est ainsi qu'Haïti est devenue la première colonie française à prendre son indépendance. Merci d'avoir regardé cette vidéo, pensez à mettre un like, un commentaire, à me suivre sur Twitter, Instagram et sur Twitch. Vous pouvez soutenir la chaîne sur Utip ou en souscrivant à la chaîne. Et moi je vous donne rendez-vous dans de prochains épisodes.